la médecine, voilà un très bon exemple, aussi bien de fonctionnalité de ce que permettent les systèmes d'intelligence artificielle, mais aussi d'une chronologie. Je vais m'expliquer, parce que là c'est compliqué ce que je dis. Je vais m'expliquer, on va très bien comprendre. L'intelligence artificielle, des systèmes d'interprétation de certains secteurs professionnels. On sait qu'IBM a fait ça depuis quelques années, enfin depuis le début des années 2010, et notamment son système le plus connu, c'est Watson. Tout le monde connaît Watson, hein, qui a été à l'origine un système formidable. Vous m'entendez? Je vous dis formidable, là. Ça veut dire terrifiant. Hein. Non! Si, de formidos. Non, pas du tout. Formidos, ça vient de terrifiant. Hein. Bon, mais alors là, moi je le dis d'un point de vue naïf et candide, formidable. C'est un organe de collecte d'informations de toutes sortes, relatives, les informations à des foyers de pathologie dans le monde entier, à des effets secondaires de molécules sur des patients, relatives à des traitements de pathologies, de cancers ou autres pathologies graves, individualisées avec les résultats, les suivis, relatifs à des foyers d'infection. Donc c'est un formidable instrument d'information à l'usage du corps médical. Hein. Donc par exemple pour des molécules, d'avoir une information, c'est plus le Vidal, hein, vous connaissez le Vidal, le dictionnaire, puis ça donne des informations relativement des effets secondaires très récents sur quel type de personnes. Ça va faire gagner de l'argent à la Sécu. On peut dire ça comme ça, ou ça permet d'affiner l'appréciation de certains cas dans la médecine. Mais comment il faut comprendre cette première fonctionnalité qui était la première avec Watson? Là, on est loin des discours expéditifs. Hein. Là, je suis dans l'analyse de près de ce qui se passe. Hein. Et après, on va voir comment il y a des échelons. Parce que là encore, je suis allé faire dans mon livre avec la médecine. J'ai écrit un chapitre qui s'appelle « Hippocrate mis sous le joug du privé », dont on nous dit la médecine, ça va être formidable. Alors, je suis allé voir. Donc là, puisque nous parlons de fonctionnalités formidables, comme ce que tu viens de dire, mais là, moi, pas du tout ironique, réel. Donc là, il y a un instrument d'information, d'accès à l'information. Mais je le redis, c'est cela, ce seuil, ce point qu'on ne voit pas suffisamment, qui permet au corps médical, en théorie, de faire ce qu'il veut. Ce corps médical, le médecin, en voyant des informations, de faire ce qu'il veut. Depuis quelque temps, donc là je parle de ces fonctionnalités qui continuent de se développer. Ce que je n'ai pas dit, c'est que ce système Watson analysait aussi, synthétisait, analysait, lisait, entre guillemets, parce que les systèmes lisent aujourd'hui, parlent, lisent, c'est le devenir anthropomorphique de la technique, c'est comme ça. Il faut bien qu'on en paye les conséquences aussi de ce devenir anthropomorphique. Peut-être qu'on n'a pas le temps, mais bon. Donc lisent des articles, les synthétisent, des articles scientifiques. Donc avec des mots-clés, quel médecin peut lire des milliers d'articles scientifiques? Ils n'ont pas le temps. Donc ils les synthétisent. Donc on voit bien que c'est un instrument d'accès extrêmement rationalisé et aisé à l'information. Ça, c'était 2011, 2012, 2013, 2014. Et ça a continué de se développer. Parallèlement, s'est développée une autre fonctionnalité dont on ne cesse de parler, vous l'avez peut-être entendu, dont on ne cesse de parler, c'est le diagnostic automatisé. Ah, alors là, c'est la panique, enfin non, c'est l'enthousiasme planétaire. Hein, dès que je dis des choses, on me dit, mais t'as vu la médecine? Dès que je développe des points de vue critiques, on me dit, mais est-ce que tu vois la médecine? Je dis, oui, je suis allé voir la médecine. Diagnostic automatisé, ah voilà, c'est extraordinaire. Alors, certes, depuis 2 ans, il y a des cas de pathologie. Comment? Sur la dermatologie. En dermatologie, en radiologie, des diagnostics automatisés. Alors je vais dire quelques petites choses et après on va voir le troisième échelon. Hein. La troisième fonctionnalité, ça c'est la deuxième fonctionnalité. Cette fonctionnalité, déjà, elle est appelée, n'est-ce pas, on en a parlé tout à l'heure avec le machine learning, à être de plus en plus fiable, à se sophistiquer sans cesse. Je fais une parenthèse de taille. Hein. J'ai parlé du fait que nous entrons, c'est pas nouveau, mais c'est plus que jamais, nous entrons dans une société extrêmement utilitariste. Donc ça ne gêne personne. Yann Lequin et tant d'autres, et les unes de magazines qui avantagent la médecine, c'est extraordinaire. Ça ne gêne personne que la figure du médecin, qui est une personne importante dans la société, hein, qui a requis de longues études, qui a une connaissance évolutive des patients, qui a une expérience. Qui peut se planter. Qui peut se planter. Alors, je vais t'en dire quelques mots d'abord sur ce fameux qui peut se planter. Hein. Ça ne gêne personne que cette figure-là, hein,
qui est une figure un peu structurante de la société et des relations humaines, c'est-à-dire c'est le soin, hein, le soin. Ça gêne personne que par pertes et profits, à terme, on le met sur la touche, au profit de l'expertise automatisée qui est appelée à être sans cesse sophistiquée. C'est une parenthèse, moi ça me gêne, en tant qu'être humain et en tant que citoyen, que des compétences aussi qu'on requis tant d'années et qui ont tant d'expérience, qui appellent aussi la relation humaine, vont être à terme, par l'expertise sans cesse sophistiquée, par le machine learning, car aujourd'hui nous sommes en 2018. Que vont être ces systèmes en 2030 hein. Alors, une fois de plus, on nargue, parce qu'il faut bien faire avaler la pilule, hein, à tout ce bon peuple hein, des développements. On nargue de la complémentarité homme-machine. Oui, peut-être en 2018, en 2025, racontez-moi la complémentarité homme-machine. Alors maintenant, je vais dire encore autre chose avec ces systèmes de diagnostic, dont on va affecter une aura de plus en plus indéniable. Il serait bon que dans les hôpitaux, que lorsqu'un système de diagnostic automatisé établit une pathologie grave, il y a des systèmes de contre-diagnostic automatisés. Ça, personne n'en parle, ça coûte très cher. Déjà, un système de diagnostic automatisé coûte très très cher. Allez demander à un hôpital de faire un système de contre-diagnostic. Donc là, il va y avoir des problèmes de faillibilité d'aura supposée au système. Et je fais encore une petite parenthèse qui n'en est pas une. On fait comme si les médecins n'arrêtaient pas de se planter continuellement. Mais vous savez, des erreurs de diagnostic, il y en a, c'est malheureux. Mais c'est extrêmement dérisoire. Parce que quand il y a une pathologie grave qui est détectée dans les hôpitaux, qu'est-ce qui se passe? Il y a du contre-diagnostic. Il y a des médecins qui se réunissent, dans les hôpitaux publics, c'est ce qui se passe, et essayent d'évaluer à plusieurs. Donc on arrête de nous raconter que les médecins n'arrêtent pas de faire des bêtises. Il y a une expertise médicale, notamment sur les pathologies graves, qui existe. Mais pourquoi y a-t-il cette passion du diagnostic automatisé? Alors, comme disait la marionnette de Sarkozy, moi je vais vous le dire. Pourquoi il y a ces systèmes de diagnostic automatisés qui sont développés? Moi je vais vous le dire, comme disait la marionnette. Parce que ces mêmes systèmes, qui ne sont pas du tout développés par le corps médical, ils sont développés par qui? Les assurances. Non, ils sont développés par l'industrie de les données et du numérique. En vue de quoi? Là, il faut me suivre. Hein. Mes chers amis, là, il faut me suivre, hein, point par point. Hein. Là, je vous accompagne avec moi vers un point qu'il faut comprendre. Il faut me suivre. En vue de quoi? En vue de faire sauter le monde médical, ce qui est nommé en médecine le paiement à l'acte, au profit d'une logique d'abonnement qui, via des capteurs que nous sommes amenés à porter, collecte en temps réel les flux physiologiques et des systèmes d'intelligence artificielle interprètent en temps réel les états de chacun à terme à l'échelle de la planète. Et ces grandes industries de la donnée et des plateformes et de numérique et aussi des plateformes entendent ériger, alors c'est compliqué mais je vais dire simplement les choses, eux-mêmes des officines médicales, alors que jusqu'à nouvel ordre, Google, c'était la requête de mots-clés, des plateformes éducatives. Non, maintenant, et Apple et tous ces grands groupes de l'industrie de la donnée veulent se positionner sur le champ de la santé, car imagine-toi à l'échelle de la planète les chiffres d'affaires que ça représente, et entendent s'ériger, je le dis précisément, en tant que plateforme entre l'industrie pharmaceutique, ou eux-mêmes monter des cabinets médicaux, ce qui existe déjà dans le monde. Car ces systèmes de diagnostic automatisés, mais c'est aussi à l'œuvre avec l'interprétation en temps réel des flux physiologiques, mais ces systèmes de diagnostic automatisés, et cela il faut l'entendre, quand on parle des avantages de la médecine, il faut entendre les conséquences collatérales. Et c'est quoi les conséquences collatérales? C'est une gigantesque entreprise de privatisation de la médecine, de confiscation du champ de la santé par les grandes entreprises de l'industrie du numérique. Ces mêmes systèmes de diagnostic automatisés. Ce qu'on ne dit jamais. Et là, je m'énerve. Je m'énerve pour la bonne cause. Car j'en ai marre d'entendre dire que voilà un domaine où on va tous bénéficier, celui de la médecine. Ces mêmes systèmes de diagnostic, entendez bien ce que je vais dire, c'est déjà le cas aux États-Unis, sont des systèmes de prescription automatisés. C'est-à-dire que ces systèmes qui sont fabriqués, élaborés, conçus par le monde économique, par le monde industriel, vont eux-mêmes par l'achat de mots-clés, c'est-à-dire le computationnel, on ne le voit pas. Ce n'est pas la théorie du complot qui dit qu'elle a vu une masse de données, c'est sur des millions de lignes de code qui moulinent en permanence. Il y a de l'achat de mots-clés
Et donc, l'intégrité du médecin, qu'on met comme ça sur le bas-côté, au nom de l'utilitarisme et du diagnostic automatisé, hein, l'intégrité, je le veux bien, supposée du médecin, est appelée à être évacuée au profit de grands groupes de l'industrie de données qui diagnostiquent les pathologies ou qui interprètent en temps réel nos états physiologiques et qui s'érigent en tant que plateforme où elle-même propose des visites par des logiques d'abonnement. Nous allons vers de l'abonnement, la fin de la médecine, du paiement à l'acte, hein, et qui s'érige en tant que plateforme entre le monde pharmaceutique et pas le monde médical, et entre chacun d'entre nous. Alors, est-ce que c'est la compétence de l'industrie numérique de s'ériger en tant que plateforme entre les patients, les individus citoyens patients et le monde pharmaceutique? Donc, l'intelligence artificielle dans la médecine, au nom du diagnostic surpuissant automatisé, comme s'il y avait des erreurs de diagnostic continuellement, nous ne voyons pas, et je crois que je suis le seul à le dire, je peux le dire en toute modestie, que je suis le seul aujourd'hui sur notre petite planète à dire, et je suis interpellé moi, il faut le dire, par des collectifs de médecins. J'ai un mail, là, je pourrais vous le ressortir. Monsieur Marty, une association française pour une médecine libre, qui m'interpelle et qui m'invite à aller dans un congrès de médecins où ils vont un peu gueuler sur ce qui se passe actuellement. Hein. Voit-on la gigantesque entreprise de marchandisation, de privatisation de la santé, et ils font avaler, passer des lanternes pour, comment on dit, c'est quoi l'expression, passer des vessies pour des lanternes, avec cette fable des sempiternels avantages ou des supposés avantages du diagnostic automatisé, ça occulte, toute cette entreprise qu'on ne voit pas, mais qui est à l'œuvre. Car ce qui est à l'œuvre, c'est les capteurs, c'est le suivi, pas seulement ininterrompu de nos gestes commerciaux, de l'état dans notre baignoire, de notre sommeil, c'est en continu de nos flux physiologiques. Et alors là, c'est bingo. C'est toute l'industrie de bien-être. C'est ça. En plus, ça instaure une autre tranche de pénétration de nos comportements, c'est-à-dire des capteurs, des flux physiologiques qui peuvent aussi être utilisés à des fins commerciales, pas que médicales. C'est-à-dire si je sais que vous toussez en pleine nuit, je peux vous proposer, je peux vous mettre en relation mots-clés avec, je sais pas, des pulls d'Amar ou Uniqlo qui chauffent en hiver, vous savez, le Heat Tech. Ou on peut diagnostiquer la mort précoce du nourrisson, par exemple, éviter la mort précoce du nourrisson, des choses comme ça. Oui, mais ce qu'il faut saisir, c'est les équations avantage-inconvénient, il faut la mettre de côté. C'est ça que moi je m'efforce de faire. Va dire ça à un couple qui a perdu son gamin. Non mais, ce que je m'efforce de faire, c'est de mettre cette sempiternelle équation qui ne fait rien avancer et qui occulte les choses. Allons voir ce qui se passe ce que je nomme majorité. Est-ce qu'on est capable d'analyser ce qui se passe de majoritairement structurant? Là, dans la médecine, on va me dire au nom d'un cas, de dire que ça... Mais attends, il y a plein de médecins qui sont capables de diagnostiquer des risques possibles. Écoutez, il faut arrêter avec cette fable de la surpuissance du diagnostic automatisé. Qui dit une chose, cela? Qui dit quoi? Qui dit la puissance de fascination et d'aura, tu comprends, d'aura au sens de auratique, D''AURA, qu'a analysé Walter Benjamin dans son époque, l'aura qu'on accorde à ces systèmes, mais comme si l'humain n'arrêtait pas de faire conneries sur conneries, et notamment les médecins. Il y en a qui en font. Mais arrêtons de croire que le diagnostic médical était un champ de ruines. Ce n'est pas du tout le cas. Ça coûte cher la médecine, ça va peut-être faire baisser les coûts. Alors certainement pas. Car là, il y a des investissements. Il y a des investissements dont les médecins m'ont interpellé pour me raconter cela. Aujourd'hui, il faut qu'il y ait transformation digitale de tout. Hein. Alors voilà une expression forgée par les évangélistes de l'industrie du numérique qui impose ces discours. Transformation, mesdames et messieurs, du lycée. Alors la ministre de l'Éducation de Hollande, elle fait entrer grandes portes ouvertes dans l'éducation, contrat signé en 2015, comment elle s'appelait, Najat Balo voilà, qui signe un grand contrat avec Microsoft. Entrée, Microsoft qui n'a aucune compétence dans l'éducation nationale, transformation digitale de l'école publique. Entrée. Évidemment, c'est le résultat du lobbying. Donc aujourd'hui, les évangélistes de la numérisation intégrale du monde nous disent qu'il faut que il y ait la transformation digitale de tout, notamment de l'entreprise. On a vu qu'on a un peu parlé de certaines conséquences collatérales. Des médecins m'interpellent en disant, et eux-mêmes, enfin un nombre malheureusement minoritaire, disent maintenant, ces évangélistes-là
ils ont réussi à imposer la doxa de la transformation digitale de la médecine. C'est une catastrophe. C'est-à-dire que c'est comme pour l'école, qui Hollande avait dit en novembre 2014. Pourquoi je me souviens des dates? D'abord parce que j'ai une passion des dates, mais parce que quand je l'avais entendu parler de ça, j'ai aussitôt dégainé une tribune qui est parue dans Libération une semaine plus tard, où il avait dit, en 2014, ça ne s'est pas du tout passé comme ça, mais là c'est le résultat du lobbying, de la transformation digitale de tout, hein, et notamment de l'éducation, et de la médecine, on va en reparler. Il avait dit, à partir de la rentrée 2015, tous les collégiens vont avoir des tablettes numériques. Alors, moi, j'avais pondu une tribune qui était en ligne, hein, pour ceux que ça intéresse, sur Libération. Qu'ils ont vendu dans la foulée sur Amazon. Voilà, et que j'avais nommé, intitulé Libé avait gardé le titre, c'était très bien. L'ineptie des tablettes numériques à l'école. Et après, il se trouve, c'est très intéressant, j'avais été donné des conférences dans quelques conseils généraux, qui donc, comme tu le sais, ont la compétence des collèges. Et ils m'ont dit, vous savez où elles sont, ces tablettes? On a dépensé un fric dingue. Elles sont toutes dans les sous-sols. Les profs n'ont pas été fermés. Ça s'est fait dans la plus grande... Le terme que je vais dire, car tout est à la même enseigne, dans la plus grande précipitation. Sans qu'il y ait des études d'impact, sans qu'il y ait l'implication des professeurs, des parents d'élèves, de voir comment cela se passerait. Le fait du prince, Hollande dit, il va y avoir des tablettes, ça a été une catastrophe. Heureusement que ce n'est pas le cas. Alors maintenant, le fait du prince, ou le fait de la doxa, ou le fait du lobbying, car on n'en parle pas assez de ça, hein. Il y a un lobbying de l'industrie du numérique, mais qui est d'une puissance, qui forge les représentations et qui impose la doxa, selon laquelle, si tout doit aller mieux dans tous les secteurs de la société, il faut que ça passe par des investissements dans des systèmes, investissements dans la digitalisation de tout, avec sans que ça ne fait l'appel d'examen critique de la part de toutes les personnes concernées, sans que ça fasse l'examen d'études d'impact sur des effets de laboratoire, c'est-à-dire sur des cas de figure restreints où on expérimente quand même les choses, car le lobbying, c'est une des premières puissances auquel succombe le monde politique, mais ensuite la société tout entière, qui impose la doxa de l'inéluctable. L'inéluctable, c'est l'autre nom de l'inéluctable, c'est le fait de dessaisir la société de son droit à décider librement du cours de nos destins collectifs, quand même. L'inéluctable, c'est clouer le bec à nos droits de parole. L'exponentiel, les technologies de l'exponentiel, parce que nous sommes aujourd'hui dans le temps de l'exponentiel, hein, les technologies de l'exponentiel, car nous vivons un miracle aujourd'hui. Hein, l'humain est quand même pétri de défauts, le monde est chaotique, mais nous vivons un miracle, nous disent les grands gourous de l'industrie numérique, mais aussi toute cette doxa. Les technologies exponentielles vont racheter tous les défauts de la Terre à vitesse exponentielle. Hein. Donc, je reviens à mon affaire de transformation digitale des hôpitaux, de la médecine, qui suppose de la mobilisation, de l'investissement d'argent public. Et là, je le dis, j'interpelle les citoyens, puisque des médecins m'ont parlé de ça. Neuralink, ça te parle un peu? Oui, mais bien sûr que Neuralink et Telstar et Musk, mais je connais ça par cœur. Mais là, on ne parle pas de médecine, on parle d'autre chose. Neuralink, on va en dire quelques mots aussi, si tu le souhaites. Mais des médecins me disent, mais c'est incroyable, ces investissements qui s'opèrent, sur le fait de généraliser l'usage de systèmes d'intelligence artificielle, sans du tout que ça fasse l'objet de débats, sans voir l'impact, sans saisir comme... Tu ferais quoi si tu étais aux manettes? Eh bien, d'abord, je ne veux pas être aux manettes. Et ensuite, pour ma part, tu sais, le dernier chapitre de mon livre, je l'ai intitulé « Manifeste de l'action, tiens, on y vient, au temps de l'exponentiel ». Je ne suis pas aux manettes et je ne veux pas être aux manettes. En revanche, j'appelle à une chose. Puisqu'il y a une telle puissance technico-industrielle, puisqu'il y a une telle soumission du monde politique, puisqu'il y a une telle soumission, c'est la même chose, du législateur, eh bien, que nous reste-t-il à instaurer ce modèle de société? Je le redis bien, fondé sur l'interprétation en temps réel de tous nos comportements et l'orientation, le guidage de l'action humaine à des fins en vue de répondre à des intérêts privés ou en vue d'aller vers le crédit social, c'est-à-dire l'organisation hyper rationalisée
et évacuant tout défaut de la société. Puisqu'il y a une telle puissance, une telle démission du politique et du législateur, puisqu'il faut arrêter de croire à cette fable de la régulation et à cette fable de la surcroît d'éthique. Vous savez, l'éthique, c'est comme la piqûre. On va mettre un peu d'éthique à la bête, puis tout va aller mieux. Hein. C'est comme Laurence de Villers qui développe des robots empathiques, c'est-à-dire cette abjection là, des robots qui interprètent nos émotions et qui vont nous assister. Mais mettez ça à la poubelle, cette horreur-là. Développez d'autres techniques, d'autres modalités techniques, fondées sur une autre vision de l'existence. Donc, à l'écart de tous ces discours, on nous dit oui, ce qu'il faut faire, c'est mettre un peu d'éthique. J'ai dit tout à l'heure, toute cette fable-là. Hein, eh bien, je crois que c'est plus que jamais à nous, à qui il revient, oui, de faire œuvre de politique. C'est-à-dire de nous saisir à toutes les échelles de la société et sous quelle forme? Déjà, avons-nous le droit de ne pas être béat ou d'être passif et de dire, là où il y a des systèmes qui bafouent notre intégrité et notre dignité, on le refuse.